Dans les prochaines années, il va falloir habituer les gens à faire 4 métiers, 5 métiers, changer de parcours, ouvrir leur chakra, être agile, flexible. Et ça, je trouve que c'est un énorme sujet RH de transformation. Moi, je vois chez Penny Lane, il y a des trajectoires vraiment géniales, qui ont été faites, qui sont passées de comptable à product manager, enfin bref, des trucs vraiment improbables, qui apportent une valeur ajoutée géniale dans la boîte. Et moi, je trouve que cette flexibilité de parcours, ça va être de plus en plus le cas, savoir se réinventer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On fait le bilan d'Impulsa. Je suis Grégoire Cruz, CEO du groupe Impulsa. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la RH à temps partagé. Alors pourquoi ce thème ? En fait, c'est simple, en tant que dirigeant d'un groupe d'expertise comptable, tous les jours je côtoie des directeurs généraux, directeurs financiers, des RH, et j'ai constaté un recours au temps partagé en général et beaucoup ces derniers temps à la RH à temps partagé. Donc avec mes invités, j'ai souhaité en débattre, approfondir le sujet et donc sans plus attendre, je vais laisser ces dernières se présenter. Donc je commence. Vas-y. Enchantée, Marine, DRH de Penny Lane depuis presque 5 ans maintenant, où j'ai eu la chance de créer le pôle RH. Penny Lane aujourd'hui, c'est un SaaS, un logiciel financier de comptabilité, mais plus généralement de finance, pour les cabinets d'expertise comptable et aussi pour les dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 850. On atterrira un peu plus de 950 d'ici la fin de l'année. Donc, on est sur une croissance exponentielle. Et effectivement, depuis 5 ans, donc vraiment depuis que je suis arrivée à différents moments de stade d'évolution de Penny Lane, j'ai eu recours au principe de freelance RH partagé, et ça m'a vraiment permis d'accélérer à des moments importants de Penny Lane. Voilà, et quand tu es arrivé chez Penny Lane, vous étiez combien ? On était 100. Et je suis arrivée pour monter le pôle RH. Ok. Donc en fait, il y avait 2 personnes en RH, une en recrutement, une en administratif. Et maintenant, en RH, on est un peu plus de 30. Ok. Voilà. Incroyable. Ça a suivi. Voilà, magnifique. Merci beaucoup et ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi. Ravi aussi. Et Vanessa ? Vanessa, enchantée. Donc un DRH à temps partagé pour différents types de secteurs et de tailles d'entreprise, pour le coup, et dirigeante du cabinet de RH à temps partagé, HRFit. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait HRFit ? Eh bien justement, c'est de l'accompagnement pour différents types d'entreprises sur différents profils, donc de l'opérationnel, du développement ou du stratégique, donc de mise à disposition de professionnels RH quelques jours par semaine ou par mois, sur du court terme ou du long terme, pour venir justement soutenir les entreprises qui ont besoin soit d'un renfort court terme ou long terme sur la partie RH, ou accompagner des croissances exponentielles type Penny Lane. Ça peut aussi. Et du coup, vous avez bossé ensemble ? Exactement, on a fait une mission il y a quelques temps, 3 ans. Quelques années, ouais. 3 ans ensemble sur une partie, c'était justement venir en renfort de Marine, qui avait besoin de structurer un projet côté RH et qui n'avait pas la bande passante pour Exactement. le faire. Ok, top. Merci beaucoup pour ces présentations. Pour parler d'un sujet, quoi de mieux que de le définir ? Donc, Vanessa, vu que c'est ton métier, ta proposition de valeur pour tes clients, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion de RH à temps partagé ? Ce que ça inclut, ce que ça inclut pas, et essayer de nous parler un peu de la définition de la chose avant qu'on rentre un peu plus dans le détail et de partager avec Marine son expérience. Exactement. Donc, qui dit RH dit un professionnel de ressources humaines. Qui dit temps partagé dit ça peut être quelques jours par semaine ou par mois, mais pas full-time, pas temps plein dans une entreprise. Et ça peut être du coup pour tout partie de la fonction RH. Si c'est une petite entreprise, ça peut être vraiment gérer tout le flux RH, les entrées, les sorties, les contrats, la paye, etc. pour une entreprise. Pour des entreprises qui ont déjà des services RH, ça va être soit en renfort sur une des missions, soit en renfort pour un projet en particulier de structuration. Donc ça va vraiment dépendre du type d'entreprise. Donc il y a 3 finalement missions en général. On rentre soit par de l'opérationnel, tout ce qui va être contrat, administration du personnel, etc. Soit une partie développement qui là est plus, j'ai des sujets de performance, de fidélisation, de développement de compétences, tout ce qui est lié à la formation, etc. Un 3e volet encore possible, c'est plutôt ce qui va être stratégique, de dirigeants qui se posent la question de leur organisation, de montée en puissance de sa strate managériale par exemple, de CSE avec lesquels
lesquels il faut potentiellement négocier, mettre en place des accords, etc. Donc il y a vraiment ces 3 volets opérationnels, développement stratégique. Parfois, il y en a 2, parfois, il y en a 3. Ça dépend le besoin des entreprises. En tout cas, ce qu'elles veulent en général, c'est de la souplesse et de l'expertise, et c'est là qu'on va arriver. Ok, et au niveau des tailles d'entreprises sur lesquelles, en général, des profils RH à temps partagé ou des sociétés comme la tienne peuvent intervenir, mais c'est quoi la taille Alors en général, ça commence vers 10-11, parce qu'on sait qu'il y a ce premier palier de j'ai besoin de structurer, d'avoir au niveau compliance, au niveau légal, j'ai des obligations. Donc je sais que ce palier de 11, je commence à me poser la question. Donc il y a des paliers, on va dire, en fonction des tailles, mais ça va aussi, je trouve, beaucoup dépendre de la maturité RH des gens qui le font. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui se sentent de piloter toute cette partie RH jusqu'à 50 personnes à peu près, d'autres pas du tout. Donc ça va vraiment dépendre de cette maturité des dirigeants. Jusque-là, ça peut être géré par eux directement ou par office manager quand il y a, ou par un chargé RH qui aussi pu faire autre chose en même temps. Donc il y a ce côté, on va dire, petite entreprise, ça commence là. Ensuite, ça va dépendre de comment les dirigeants ont envie de maturer, et aussi, et tu parlais de croissance, de ce qu'ils voient pour l'avenir. Si je sais qu'on va être 15, qu'on va rester 15 pendant 3 ans, je vais évidemment pas poser les mêmes questions que si je me dis j'ai envie de continuer à croître et je veux mettre les bons piliers tout de suite. Quand c'est je vois grand et donc je veux que ce soit raccord tout de suite, évidemment on va arriver pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir bien grandir et faciliter finalement cette croissance. Donc ça dépend de la taille, ça dépend de la maturité de ceux qui pilotent, et après ça va dépendre de la croissance et de ce qu'ils veulent. D'accord. Et toi, Marine, du coup, dans quel cadre, toi, tu trouves ça intéressant de faire appel, de manière générale, sans rentrer nécessairement dans le détail, mais c'est quoi les cases où tu vas faire appel à une boîte comme celle de Vanessa je suis d'accord avec les grands piliers de Vanessa, mais moi, c'est un peu ma vision RH. Je pars toujours du business pour faire une stratégie RH. Donc, je fais pas de la RH pour faire de la RH, je fais de la RH pour répondre à un enjeu business et pour emmener la boîte plus loin. Et donc, on fait toujours, là on est en plein dedans pour l'année prochaine, comment on fait toujours, ok, où est-ce qu'on veut atterrir l'année prochaine en termes de business, qu'est-ce que ça veut dire en termes de RH, et du coup, comment moi j'ai les ressources en interne pour y arriver, quels sont les gros thèmes qu'on va devoir aborder, etc. Et donc ensuite, en fonction de l'équipe que j'ai, des ressources disponible ou pas, et de l'expertise ou pas que j'ai chez moi, avec les priorités que j'aurais déterminées avec mon équipe, je vais aller piocher de l'expertise en externe pour soit, comme disait Vanessa, faire de l'opérationnel. Par exemple, j'ai pas assez de personnes, on va recruter 50 personnes par mois, le temps que je trouve quelqu'un en interne. Aujourd'hui, moi, mes équipes sont comme ça. J'ai besoin de personnes qui vont être capables de faire l'administratif, les contrats, la mutuelle, toute la vie du collaborateur. Donc ça, c'est vraiment des bras en plus, quoi. Soit je vais avoir un sujet très spécifique où je sais que je n'ai pas la compétence en interne. Ça peut être de l'outillage, ça peut être du process, ça peut être quelque chose de très spécifique sur de la formation managériale, etc. C'est critique parce qu'aujourd'hui, ça empêche le business d'avancer. Et donc, je vais aller chercher la compétence en externe parce que j'en ai pas besoin de manière temps plein chez moi, et où je suis dans l'urgence et j'ai besoin. Donc là, ça va être du projet où la personne, c'est ce qu'avait fait Vanessa chez Penny Lane, va intervenir 3-4 mois, plusieurs jours par semaine pour vraiment aller délivrer un projet spécifique d'expertise. Et ça peut aussi être, ok, mon organisation va grandir, j'ai quand même besoin d'avoir des gens en plus sur des expertises un peu long terme, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de l'internaliser. Et donc, je vais aller prendre des gens, et là, ça va être, par exemple, nos recruteurs en freelance. On recrute beaucoup en ce moment. J'ai pas envie de créer une équipe énorme parce que mine de rien, le recrutement, à des moments, c'est fluctuant, donc il y en a moins. Pour autant, j'ai besoin de gens à temps plein. Donc, c'est pas le pompier comme l'opérationnel, mais c'est des gens sur le long terme. Et surtout, ils arrivent avec une expertise de 8, 10, 15 ans d'expérience. Ils connaissent leur réseau par cœur, ils connaissent leur métier par cœur. Ils vont m'apporter pile l'expertise dont j'ai besoin pour 12, 18 mois. Et donc, ça va me permettre, moi, de mettre un gros coup de pied d'accélérateur sur un des OKR 1 de la boîte, un des objectifs 1 de Penny Lane, qui est de construire la meilleure équipe fintech d'Europe. Ça commence par le recrutement.
Donc en fait, j'ai les 3 pans de Vanessa sont les bons. Et en fonction, aujourd'hui, le pan que j'utilise moins, c'est le stratégique. Parce que tu le fais. Tu l'incarnes. En toute humilité. Bah oui. Non, mais parce que c'est mon job. Normal. Ouais. C'est mon job et parce que ça fait 5 ans que je suis chez Penny Lane. Donc et en fait, vous avez structuré l'équipe RH. Voilà, et que j'ai une équipe de N-1 formidable, extrêmement forte, extrêmement compétente et extrêmement technicienne dans chacune de leurs domaines. Et donc, on co-construit cette stratégie ensemble. Donc moi, je vais plus avoir des besoins aujourd'hui sur de l'expertise ou du renfort ponctuel de bras, quoi. Voilà, les entreprises plus petites, ça peut être l'inverse. Elles Exactement. ont bien structuré leurs opérationnels, elles ont la partie recrutement est à clé, administratif, etc. Mais il manque quelqu'un qui va apporter cette stratégie. Oui, et donc effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Vanessa. En fonction de la taille de l'entreprise, des gens qui incarnent la fonction RH en interne, et surtout du scale de l'entreprise, c'est-à-dire où est-ce que va la boîte demain, en fait, le besoin de RH externalisé ne va pas du tout être le même. Et effectivement, moi, quand je suis arrivée, j'ai pas du tout le même job de DRH maintenant qu'il y a 5 ans. Mais pas du tout. Et c'est pas du tout le même job. Et mes N-1 non plus. Et donc, en fait, aujourd'hui, mon besoin en externalisé... Excuse-moi de t'interrompre. Tu considères que, en ayant fait recours à la RH à temps partagé sur ces dernières années, tu as pu peut-être faire des choses que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas eu recours à ces personnes-là. C'est sûr. En fait, j'ai dû faire des choix, des priorisations de projets. Typiquement, quand Vanessa est intervenue il y a quelques années, sur quelque chose d'extrêmement clé, carrière pass manager, montée en compétences des managers, création de la communauté managériale. Au quotidien, les valeurs, la performance, l'exigence, c'est pas la direction qui l'impulse, c'est les managers au quotidien sur le terrain. Donc s'il y a un budget à aller chercher, c'est celui-là. Donc la création de cette communauté et de cette couche managériale, elle est essentielle au scale d'une boîte. Et ben typiquement, je n'avais pas le temps de le faire. Donc Vanessa est venue avec son expertise, sa compétence, sa connaissance, déployer l'intégralité du projet. Évidemment, on l'a co-construite, mais c'est elle qui a tout animé. Et en fait, à cette époque-là, je n'avais pas encore d'HRBP, donc qui sont un peu l'équivalent de RRH de population, qui l'ont fait derrière, qui ont déployé derrière. Mais c'est typiquement le moment où je n'avais que de l'opérationnel RH. Je n'avais pas des gens qui pensaient la stratégie. J'étais seule à la penser. Donc à un moment, il y a trop de sujets. En fait. Ça a permis d'aller plus vite. Exactement. Et de le faire, moi, je trouve que dans les petites structures, on devait de quoi 200 à ce moment-là. Dans les petites structures... 200, c'est déjà beaucoup. Hein. Je sais que pour toi, vous êtes 800 et tout, mais je précise pour nos éditeurs, 200, c'est beaucoup. 200, c'est beaucoup. Non, mais dans les petites structures, forcément, ce qu'on fait en premier, c'est le régalien et l'opérationnel. Parce que ça, c'est un indispensable. On peut pas... C'est comme la compta, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Et après, la stratégie vient après, en fait. Mais le problème, et je suis d'accord avec Vanessa, c'est que si on ne pense pas stratégie tout de suite, très souvent, les problèmes arrivent en cascade et on est très vite à un plafond de verre. Et les dirigeants d'entreprise, c'est pas leur job et c'est pas leur compétence de savoir what's next. Alors, je rebondis là-dessus. Est-ce que toi, Vanessa, quand tu rentres sur un nouveau dossier avec tes clients, quel est justement leur niveau de maturité sur cette stratégie RH ? C'est-à-dire... est-ce que tu as différents profils ? J'ai l'impression que oui, c'est ce que tu disais. Mais du coup, comment, c'est quoi le panel que tu as eu ? Qu'est-ce que tu observes ? En fait, on va dire qu'il y a ceux qui sont très frileux. C'est en général plutôt typiquement des dirigeants qui sont à l'étranger et qui ont des filiales en France en disant là-bas, c'est que la France, c'est compliqué. Donc, eux, c'est plutôt la peur. Voilà, c'est pas faux, mais eux, c'est plutôt la peur d'être compliant vis-à-vis du légal, de s'assurer qu'ils ont fait ce qu'il faut, de se dire « Ah, mais si j'embauche et que je veux licencier, ce sera difficile, etc. » Donc eux, on va dire un profil très frileux où il va falloir plutôt rassurer et vraiment dire voilà ce qu'on va faire pour que toute cette partie-là soit sécurisée et après on parlera stratégie pour développer. Donc il y a peu ou pas de stratégie dans ce cas-là ? Il y en a peu ou pas, en tout cas il y en a une mais qui est de je veux pas avoir de problème avec la loi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc eux c'est plutôt on va dire le profil frileux. Après il y a ceux qui juste n'ont pas le temps et voire pas d'intérêt, parfois c'est vraiment ça, c'est je sais que c'est important, ce qui est déjà une première base intéressante, parce qu'il y en a pour qui ça l'est pas, mais en général quand on est appelé, c'est qu'on sent que c'est important, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, je vois pas, je sais pas, les gens y partent, je sais pas pourquoi, je comprends pas ce qui se passe, etc. Donc là, il y a une envie, mais il y a, je sais pas du tout comment m'y prendre, c'est pas mon domaine. Et après, il y a des dirigeants pour qui, au contraire, c'est plutôt naturel.
Ils l'ont fait au fur et à mesure de la croissance de leur entreprise et ils ont plutôt d'ailleurs fait des bons choix. Parfois, se sont entourés de personnes aussi. Et là, eux, ils ont plus à se dire, je vais chercher l'expertise qui me manque pour juste aller encore plus loin, pouvoir mettre en place, etc. Voilà, donc c'est les 3 profils, ça fonctionne, mais avec évidemment pas du tout derrière le même apport. Ok. Non, hyper intéressant. Ok, merci beaucoup pour d'avoir posé ce jalon là, de la définition et de ce pourquoi toi de ton côté en tant que DRH tu vas faire appel à des consultants ou à des RH à temps partagé comme Vanessa. Si on rentre un peu plus dans le détail, est-ce que Vanessa, tu peux nous expliquer concrètement à quoi va ressembler ta mission ? Donc qui, que, quoi, comment, combien, comment ça se passe. Et peut-être toi, Marine, nous apporter un peu ta vision justement de DRH et peut-être de rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu as expliqué tout à l'heure. Après la stratégie, après comment tu vas mettre en place, comment tu vas avancer tes pions, dans quelle zone tu vas faire appel finalement à une RH à temps partagé ou un RH à temps partagé, pourquoi et comment tu vas intégrer cette personne dans la culture de la boîte aussi. Rentrer un peu plus dans le détail et en commençant par toi, Vanessa, si tu le veux bien. Alors déjà, sur comment on est appelé, mis en relation, c'est soit des dirigeants, soit des DRH, donc là vous représentez les deux. Ça peut être aussi parfois des DAF ou des experts comptables qui voient l'entreprise grandir et qui disent il va falloir faire quelque chose aussi en termes de people. C'est moins mon cas moi personnellement, mais je pense que certains cabinets oui. Donc ça, il peut y avoir ces différents profils. Donc la première chose... T'interromps, excuse-moi. Ouais. Très intéressant, tu parles d'expert comptable, je suis expert comptable donc ça m'intéresse et ça va en intéresser d'autres. Comment tu t'intègres par rapport à l'expert comptable ? Et après on referme la parenthèse. Justement, c'est hyper complémentaire parce que eux, ils ont ce côté et c'est là où le lien business, évidemment, il est tout le temps là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir RH en oblitérant complètement le business en disant si, je sais ce qu'il faut que tu fasses parce que tu as tant de people. Non, qu'est-ce que tu veux faire ? Et avec ça, on adapte la stratégie RH. L'expert comptable, il voit ça tout de suite. Il a le business plan, il sait où on veut aller, il a vu aussi l'historique sur les dernières années. Donc le lien people, en général, il le voit. Après, c'est la technicité, c'est le comment, mais il fait ce lien. Donc je trouve que c'est vraiment un partenariat au démarrage de voilà ce que j'ai observé et voilà quel serait le besoin de l'entreprise. Et ensuite, évidemment, on prend la main sur le parti expertise RH. Mais tu fais pas de paye, toi ? Il peut y avoir de la paye, donc il y a déjà des cabinets comptables comme Impulsa qui ont cette partie sociale et qui là sont vraiment des experts paye. Moi sur HRFit, on a une consultante qui s'occupe en run de faire la paye de petites entreprises de manière mensuelle. Mais qui n'est pas gestionnaire de paye, elle utilise des logiciels. De paye, qui utilise notamment Payfit, etc. Ouais. Ok, hyper intéressant. Tout à fait. Okay. Donc plutôt sur des petites entreprises du coup pour la partie paye, mais qui est là, elle plutôt, son job, il est plutôt d'accompagner sur tout le run RH, tout l'administratif RH des entreprises. Ok, hyper clair. Et alors si on en revient à la mission. Donc la mission, du coup, elle peut être amenée comme ça. Ensuite, elle démarre évidemment par le fait de comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe, le diagnostic, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous auriez dû faire, si on en passe par là sur la partie audit. C'est très souvent quand tu interviens, qu'est-ce que tu aurais dû faire, il a son importance. Toujours. Vous êtes temps, est-ce que vous avez déjà lancé des élections CSE, oui, non, et pourquoi ? Parce qu'il y a le oui, non, mais après il y a le... Et parfois c'est des choix, je ne l'ai pas fait parce que, ou je sais que j'aurais dû le faire, j'ai tant de retard, etc. Cette partie diagnostic, elle est hyper importante parce qu'elle nous aide aussi à comprendre où est-ce qu'on va pouvoir aider ou pas aider. Parfois c'est, je ne savais pas. Bon, très bien, du coup on tout simplement, et c'est normal, ça arrive, quoi, c'est pas... Donc tu as un travail éducatif. Très fréquent. Il y a un côté, en tout cas, et c'est aussi notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir leur apporter où est-ce que vous en êtes, et s'il y a des choses à rattraper, typiquement, j'ai pas de règlement intérieur, ok, c'est pas grave, on en met un, et on n'en parle plus, j'ai envie de dire. Voilà, c'est juste, on se met à jour sur ce qui peut-être aurait dû être fait, l'est pas encore, et maintenant, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui, potentiellement, pour le développement de votre boîte. Là, on parle croissance, développement depuis tout à l'heure, il y a aussi parfois j'ai besoin de restructurer.
On est aussi là pour ça en RH, on le sait. Et c'est là, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas finir l'année. Quels sont les choix que je peux faire, comment ça peut se passer, etc. On est aussi parfois, le diagnostic, il arrive aussi là-dedans. Donc, diagnostic. Ensuite, il y a une partie vraiment de choix, de plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on vient d'échanger, ou d'identifier ensemble. Parce que parfois, il y a un besoin qui est très clair quand il est posé, et en discutant, on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Donc, quand je dis besoin, c'est ce qui a été détecté au moment du diagnostic. Donc, quel plan d'action on va mettre en place pour y répondre, et avec quelle personne ? Parce qu'on se disait tout à l'heure que c'était une histoire de profil. Donc, si c'est une histoire de profil, c'est quel va être le bon profil pour vous en fonction de ce qu'on vient de se dire. Ok. Est-ce que c'est un chargé RH ? Est-ce que c'est un HRBP RRH ? Est-ce que c'est un DRH ? Je vais juste, Marine, excuse-moi Vanessa, intéressant du coup. Pourquoi tu avais choisi Vanessa ? Comment tu as fait ton choix ? Non mais sans rentrer dans votre... On se connaissait pas en plus. Voilà, et du coup tu vois, Vanessa dit c'est important d'avoir le bon profil. Visiblement c'était la bonne personne. Comment, quels étaient tes critères en tant que DRH ? Eh ben, je vais pas répéter ce qu'a dit Vanessa, c'est hyper clair. En fait, moi, l'avantage, c'est que je suis RH. Donc, en fait, le diagnostic, je me le suis auto-fait. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, bah là, j'ai pas le temps. La communauté managériale, ça va être clé pour le scale de Penny Lane l'année prochaine. J'ai envie vraiment de les empowerer, de les former, qu'ils se fassent sentiment d'appartenance fort à un groupe, etc. Et donc, du coup, j'ai été chercher une personne qui avait cette expertise-là de développement RH. Donc là, j'avais pas besoin de quelqu'un du run, de l'ops, d'HRBP. Enfin, j'avais pas besoin de quelqu'un qui pilote une population, qui soit dans le quotidien. J'avais besoin de quelqu'un qui ait fait vraiment du projet RH. C'est vraiment un profil particulier dans les boîtes et qui l'ait déjà fait, qui a un peu vu le film. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé Vanessa. Ok. Et tes critères, je suis désolé, je vais rentrer. Tu vois, pourquoi l'expérience de Vanessa te paraissait intéressante par rapport à ton... donc, c'était qui avait déjà fait ça, donc qui avait déjà piloté de la formation. Expérience. Voilà. Connaissance du secteur. Ok. Elle connaissait la French Tech. Ça, c'est hyper important. C'est tout bête, mais chez nous, il faut savoir parler anglais. Il y en a plein dont c'est pas le cas, donc là c'était impératif. Quelqu'un, parce que c'est une de nos valeurs et que c'est très important chez Penny Lane, et c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Voilà, pour pouvoir être bien chez Penny Lane, il faut l'avoir. C'est une de nos valeurs, c'est ownership radical, donc responsabilité radicale. Ça veut dire que j'avais besoin de quelqu'un. Et ça, j'y reviendrai après. Pas que je largue et qu'il se débrouille à ma place, parce que c'est pas du tout ça. Et au contraire, je trouve que c'est un des facteurs clés de succès que d'accompagner le free, parce que c'est pas parce qu'on a accès à une ressource que la personne peut être autonome tout seul. C'est vraiment un binôme. Mais j'avais besoin que la personne se sente responsable du projet, les épaules pour prendre le projet, et qu'une fois que tout est cadré, clair entre nous, qu'elle puisse délivrer sans moi. Et ça, c'est hyper important. Alors moi, c'est ma manière de manager et de gérer. C'est fondamentalement la manière dont ça se passe chez Penny Lane. Mais de manière plus générale, tu me diras si je me trompe, mais d'un point de vue freelance, quand on fait du freelance, RH, en tout cas, il faut avoir quand même cette envie qu'une fois que le truc est cadré, on y aille. Parce que sinon, la valeur ajoutée est limitée, quoi. Si c'est pour passer tout le temps avec le client et finalement qu'il y passe autant de temps, la valeur ajoutée et surtout, l'expertise, je ne l'ai pas. Donc en fait, au moment où moi j'ai cadré Vanessa, après c'est l'expertise de Vanessa qui fait la plus-value du projet et non pas moi, en fait. Voilà. Ok, connaissance sectorielle, expérience, expertise, anglais. En gros, toi, ça a été tes critères. Et posture, assertivité, capacité à délivrer un projet. Ok, hyper intéressant. Du coup, on revient à toi sur la mission. Donc, on a posé le profil, en effet. Voilà. Et après, c'est du coup la mission en tant que telle. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a ceux pour qui c'est du long terme et du mensuel. Le cabinet social dont on parle, de gestionnaire de paye dans des cabinets, par exemple. Pour nous, ça va être de se dire, on prend toute votre partie RH, peu importe ce qui se passe. Et donc ça, c'est des forfaits, c'est des abonnements. Et donc là, on est au mensuel. Donc ça, c'est, on va dire, du long cours. Et on gère tout ce qui se passe. L'autre option, c'est typiquement l'exemple dont parle Marine, où là, il y a un début, il y a une fin. Et on a tel projet à mettre en place. Donc, finalement, le timing, il va dépendre de telle mission on parle. On parle de projet de 3 mois, on parle de projet d'1 an et demi, si on met en place des SIRH, etc. Donc, on sait que ça ne se fait pas en 2 mois. Donc, il va y avoir un timing projet qui va dépendre, évidemment, de ce qu'on fait. Là, Marine a parlé du cadrage de démarrage hyper important. Après, du fait de pouvoir travailler ensemble, c'est cette collaboration qui va faire que ça marche. Si on se dit juste, voilà votre mission, et puis on ne s'en parle plus,
certes, il y aura quelque chose qui sera fait, mais le but, c'est pas de faire. Le but, c'est que ça s'implémente dans l'entreprise, c'est que ça ait de l'impact pour l'entreprise. Si un des sujets, c'est gagner du temps, que ça fasse réellement gagner du temps aux dirigeants ou aux DRH. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut que ça prenne dans les équipes. Et c'est ça qui va être hyper important. Donc là-dessus, finalement, le RH à temps partagé, il apporte et après, il utilise aussi les ressources en interne pour que ça se déploie et que ça vive. Ok. Il y a aussi parfois du transfert de savoir-faire. Ok. C'est-à-dire, on a besoin de quelqu'un pour structurer, mettre en place une équipe RH. Parfois, ça m'est arrivé de recruter des gens chez les clients. Qui prend la suite. Exactement. Soit qu'ils soient opérationnels, soit RRH, etc. Et derrière, on va l'aider à faire sa feuille de route et ses missions pour la suite. Et on passe au savoir-faire et ensuite le client est autonome sur cette partie-là parce que ça correspondait à son besoin. Et c'était le cas quand du coup vous avez recruté quelqu'un avec Vanessa qui a pris la place de Vanessa? Alors c'est moi qui les ai recrutés, mais il y a 2 HRBP qui sont arrivés mais très seniors. Donc elles ont pris la suite de Vanessa, c'est la suite, mais elles, pour le coup, elles n'avaient pas besoin de formation de Vanessa. Mais en revanche, ce qui était intéressant, moi j'ai un exemple d'une personne dans mon équipe il y a quelques années qui est partie en tant que plutôt HR manager d'une petite boîte, donc super évolution. Elle était Ops, super vraiment super donc profil. Ops, on va dire terrain. Ouais, terrain, administration du personnel, voilà. Et là qui prenait une fonction plus généraliste, donc avec la formation, voilà, donc super. Et elle m'avait dit que la boîte avait décidé de lui prendre quelques jours par mois un profil RH plus senior en free pour qu'elle pose toutes ses questions et qu'elle puisse l'aider à créer sa roadmap. Je trouve ça extrêmement intelligent. Pour les petites boîtes qui, entre guillemets, n'ont pas soit le budget de payer une RH très senior, soit le besoin, en tout cas court terme, une boîte de 50 personnes, on n'a pas besoin d'une personne de 10 ans d'expérience, etc. Pour autant, la personne qu'ils ont recrutée a potentiel un peu juste parce que n'a jamais vu autre chose qu'un sujet d'expertise RH, et la RH très large, et ben je trouve que c'est une super solution que de dire je vais investir quelques jours par mois de quelqu'un de très senior pour la faire monter en compétences, et au bout d'un moment, elle sera autonome, elle aura appris parce que c'est un super potentiel et que j'ai misé sur elle. Ok. Et ça, je trouve que c'est pari c'est gagnant. Gagnant-gagnant. Ouais, pour les petites boîtes, c'est une super idée. Ok. C'est à noter. Et puis ça rassure en plus le profil qui arrive. Ça rassure tout le monde. Je vais avoir toutes les cartes en main pour bien démarrer. Et du coup, je pense que cette personne senior fait un peu le doublon de ce que tu disais, c'est-à-dire elle fait monter en compétence la personne qui va gérer en interne et elle fait un peu de strat avec le dirigeant. Exactement. Donc en fait, c'est du donnant-donnant. Et sur une boîte de 50 personnes, il n'y a pas non plus 10 000 trucs. Tu fais 3-4 jours par mois, ça suffit. C'est pas non plus ça qui te pète ton budget et ça te permet vraiment de prendre ce tournant. Ah ouais, moi je trouve que c'est super. Ça lance cette dynamique. Ouais. Surtout si tu veux passer de 50 à 100 ou à 200 Exactement. ou à 800. Exactement. Ou à 1500. Voilà, ce qu'on vous souhaite. C'est tout à fait prévu. Et alors, donc, si on en revient à la mission, donc tu disais, ça peut être un forfait avec X jours par mois ou alors une version projet avec une date de départ, une date de fin. Ça. Donc, t'en étais là. Et là, ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de ce projet-là, très bien. Ça finit jamais. Il y en a pour qui, ça y est, c'est terminé, c'est mis en place, il n'y a pas d'autres. Et il y en a d'autres sur qui on dit, il y a peut-être d'autres besoins qui sont apparus. Il y a peut-être, finalement, maintenant qu'on a fait ça, on se rend compte que ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir ça derrière. Donc là, ça s'est traduit par le recrutement des HRBP chez Penny Lane. Ça peut être d'autres choses. Donc, c'est finalement des missions aussi qui peuvent continuer, mais pour d'autres choses. Et c'est là où se repose la question du profil. Peut-être qu'on a terminé une mise en... par exemple, un SIRH. OK, il faut quelqu'un d'orienté projet pour le mettre en place. Appel d'offres, choix, déploiement, atelier, etc. Une fois qu'on l'a mis en place, peut-être qu'il faut continuer, mais avec un profil plutôt administration maintenant de cet outil parce qu'il est en place. Et donc, c'est plus le même profil, mais c'est une mission qui continue. Voilà. Ok. Et donc, chez HRFit, vous faites les deux? On fait les deux. Ok. Exactement. Donc soit on intervient pour du côté mission. Ça peut être mission, ça peut être aussi remplacement. J'ai ma DRH on a chez un client, j'ai ma DRH qui est partie en 10 jours. Et bien, je me retrouve sans personne et il faut gérer. Donc là, on intervient comme sur du remplacement jusqu'à ce qu'ils aient recruté leur nouvelle DRH. Donc c'est du projet ou du remplacement aussi de people dans les équipages. Marine parlait du coût. Comment ça se passe tes missions? Comment tu les factures dans le cadre du projet, dans le cadre
du forfait, entre guillemets, C'est ça. X jours par semaine, mois. Comment ça se passe pour ton client ? Forfait, ça va dépendre du nombre de personnes dans l'entreprise, du nombre aussi de turnover, parce que forcément une entreprise de 20 personnes, mais où ça bouge jamais, une entreprise de 20 personnes, où il y a 5 entrées-départs par mois, ça va pas être tout à fait pareil. Donc là, eux, l'avantage, c'est qu'ils savent exactement combien ils vont payer toute l'année, parce que tous les mois, c'est un forfait mensuel. D'accord. Donc, tous les mois, on gère toute votre RH Donc, tu les abonnes. pour temps par mois. Donc c'est un abonnement, fonction de la taille et fonction du turnover en général. Donc pour le dirigeant de PME, tu as une super visibilité. Exactement, là je sais, et puis peu importe ce qui se passe, j'ai une entrée, une sortie, je ne vais pas devoir repayer autre chose, etc. Tout est inclus dans ma gestion RH sur le long terme. Je sais exactement combien ça va me coûter. Donc ça, c'est la partie, on va dire, run. Ensuite, sur la partie remplacement ou projet, ça va dépendre du profil. D'accord. J'ai besoin d'un admin RH People Ops, et ben on va plutôt, de ce que je vois sur le marché, là j'ai plutôt parlé marché, en fonction des profils, ça peut aller du 500 € jour, donc on va parler en taux jour, jusqu'à du 1500 pour des DRH par exemple. Voilà. Donc sur ce spectre-là, eh bien tout va dépendre du profil dont j'ai besoin et aussi de la fréquence. Évidemment, un client qui a besoin sur du long terme ou ou beaucoup de jours, eh ben, il va pouvoir peut-être un peu plus négocier que quelqu'un qui a besoin de un jour par mois pendant 3 mois, par exemple. Et sur un profil intermédiaire, tu as parlé d'admin RH, DRH, sur un profil RRH, les tarifs... 800, 1000 € jour, je pense que c'est ce que tu vois. Ouais, ça, c'est ce que tu payes, entre guillemets, aussi, quand tu fais appel à des tiers. Ouais. Ok. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Les ops, c'est entre 500... Enfin, ops, je parle vraiment ops run, c'est plutôt entre 500 et 700. HRBP, donc là, c'est vraiment une personne qui va gérer toutes les problématiques d'une population. Donc, c'est un peu des mini RRH et ça va dépendre des problématiques aussi. Et du nombre de populations, parce qu'il y a des HRBP qui vont gérer 100 personnes et d'autres 500, donc c'est pas les mêmes. C'est entre 800 et 1000, 1100. Et après, il y a les profils DRH sur de la stratégie qui vont au-delà. Ok. Ouais. Ok, non mais très très clair. Est-ce que on n'a pas parlé des recruteurs. Recruteurs, ça peut être d'autres formats aussi. Certains, c'est au succès. Voilà. Donc là, c'est encore un autre... Nous, nos recruteurs, donc on a des recruteurs plein temps chez nous, qu'on appelle des RPO. Donc c'est vraiment un métier qui s'est formalisé dans la French Tech, en tout cas. C'est des gens qui sont très seniors, qui ont entre 8 et 15 ans d'XP, même 20 pour certains, qui sont très experts dans un domaine de métier. Donc ils vont recruter que des techs, que du produit, que du business, que des sales. Enfin, et ils connaissent tout le réseau. Enfin, c'est aussi ça qu'on paye. On paye clairement l'expertise. Et oui, ces gens-là, ils sont entre 600 et 800 jours. Quand ils sont full-time chez nous, 5 jours par semaine. Donc, c'est un énorme budget. Et pas de success fees. Et pas de success fees. Et donc, en fait, nous, on fait plutôt ce choix-là. Mais parce que nous, chez Penny Lane, on a choisi, et je trouve, encore une fois, tu en as parlé, tout ce qui est cadrage, travailler ensemble, etc. Nous, on considère nos free comme des internes. Et c'est hyper important, facteur clé de succès. Ces gens-là, ils sont intégrés, ils font partie de tous les trucs d'équipe, ils ont des one-one, ils font partie des team meetings, etc., etc. Et c'est très important parce que sinon, ça ne marche pas. Sinon, ils ne sont pas pris au sérieux par nos clients internes. Donc nous, il faut savoir que la RH, pour que ça marche, il faut que les gens croient au projet. Donc la manière dont vous communiquez votre projet est tout aussi importante que le projet en lui-même. Et donc si les clients internes n'ont pas envie de travailler avec cette personne, ça ne fonctionnera pas. Nous, les gens en interne, ils ne font pas la différence entre lui c'est un free et lui c'est un CDI. Okay. Et pour moi, c'est gagné, quoi. C'est-à-dire que cette personne, elle a autant de crédibilité que n'importe quelle personne de l'équipe. Et elle a intégré la culture. Et du coup, elle a intégré la culture, ce qui est la base. Ok. Les durées d'émission. Toi, en général, un client, tu signes pour 1 mois, tu signes pour 6 mois, tu signes pour 1 an. Comment ça se passe ? C'est du remplacement, on va dire qu'on commence sur une base de 3 mois parce qu'il se dit c'est le temps dont j'ai besoin et évidemment ça peut se dupliquer et se prolonger en fonction. C'est de l'abonnement, en général on voit sur 1 an et on voit déjà comment ça se passe sur 1 an. Donc tu rentres un client aujourd'hui, en général tu y restes au moins 1 an. Ah oui, en général. Ok, c'est ta stat. Exactement. Okay. Et même toi, plus du coup, les clients actuels, ils restent plus longtemps, sauf changement. Le problème, c'est que tu crées le besoin. Donc après, quand ça s'arrête, c'est compliqué. Hein. Ok. Ah ouais. Et toi, justement, les profils, donc tu as fait appel à Vanessa, on l'a compris, mais
de manière plus générale, toi, c'est des missions de combien de temps ? Alors, ça va vachement dépendre de la mission. Moi, j'ai pas mal fait appel à, comme disait Vanessa, quand j'ai eu des remplacements, soit congé mat, soit départ, soit surcharge d'activité. Et en fait, le temps de recruter, comme tu disais, j'ai besoin de quelqu'un parce que mes équipes sont sous l'eau. Et donc là, c'est entre 3 et 6 mois. Ce que j'allais dire. Ouais, voilà, le temps de trouver, quoi. Ou le temps d'un congé mat, voilà. Et ça marche très bien. C'est super. On prend quelqu'un d'expert, senior. On fait 1 mois avant que la personne parte, transmission, 1 mois après, voilà. Ça t'as multiplié les cas là-dessus. Enfin, ouais, ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Okay. C'est hyper efficace. Voilà. Sur les projets, ça va dépendre du projet. Là, c'est plus sporadique. Et puis, nous, on a plutôt les temps longs où là, c'est nos recruteurs. Et là, du coup, on commence toujours entre 1 à 3 mois pour voir si ça fit, si la personne est compétente, si elle fit avec la boîte. Ouais. Et après, on fait... Alors, le problème, c'est le coût. On y reviendra après. Donc, ça, après, c'est de la négo avec la finance. Mais ça, nous, on a des RPO qui sont là depuis 1 an. D'accord, ok. Ouais. Mais par contre, je n'ai pas ce système. Le seul système que j'ai d'abonnement comme ça, qui est super efficace, c'est que j'ai en freelance une avocate droit social, parce que ça, pareil, on en parle peu, tu as beaucoup parlé du régalien. Effectivement, c'est la première chose que tu te dois de faire en RH, c'est que ta boîte soit compliant, quoi, qu'on ne soit pas dans l'illégalité. Et donc, moi, j'ai pas une avocate en droit social, une juriste en droit social en interne, parce que je considère que c'est pas nécessaire et c'est pas un temps plein. Pour autant, j'ai un super profil, Margot, que j'ai en forfait. Donc, en fait, on a un Slack, donc c'est une messagerie interne. En fait, elle est sur notre messagerie interne et toute mon équipe, c'est surtout les ops et moi, on peut la contacter pour tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Donc ça marche très bien. Donc ça, c'est à l'année. Et effectivement, on paye X par mois et on la contacte pour n'importe quel sujet. Okay. Et en fait, on la contacte pas mal. Ok. Prochain podcast, légal à temps partagé. Ouais, ça, exactement. Non, mais ça, en fait, on le minimise vachement pour une boîte qui grandit. Et en fait, j'ai un avocat, j'ai évidemment un département légal chez Penny Lane, mais qui font du corporate et du commercial. Ça n'a rien à voir. Ils n'y connaissent rien en droit social. Ils n'ont pas envie de s'y mettre parce que c'est une tannée. Et pour autant, et pourtant, moi, j'ai quand même une XP pas neutre. Donc, en fait, pendant plusieurs années, c'est moi qui ai géré. À un moment, c'est plus possible. Et le nombre de questions qu'on lui pose, de trucs tordus, de cas qu'on a tous les jours. Et maintenant, on s'implémente en Allemagne. Je vais faire pareil en Allemagne. Je vais prendre un legal counsel en Allemagne, etc. Donc ça, c'est un... Je note. Ouais. Et même pour le CSE, du coup, là, on vient de réélire nos CSE. On est quand même passé d'un CSE de 6 personnes à 23 personnes. Bon, on était contente de l'avoir. Ok. Et... Bonjour les commissions. Tout à fait. Et comment, Vanessa, je reviens un peu sur toujours la mission. Donc, tu vas arriver chez tes clients. Comment tu t'intègres comment tu prends un peu la température sur ce que disait un peu Marine aussi tout à l'heure Qu'est-ce qu'incarne la boîte? Qu'est-ce que veut incarner la boîte? Quels sont ses objectifs? Tu vois, comment... c'est pas facile. Tu arrives du jour au lendemain, quasiment. Ok, tu as fait ton diagnostic. Le temps de faire ton diagnostic, tu comprends. Mais comment tu gères ça? C'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a ce côté, quand Marine dit dans mes critères, je voulais quelqu'un qui avait déjà été dans la French Tech, il y a déjà un côté, est-ce que le secteur, j'ai déjà des éléments, déjà de l'information, etc. Et après, comme ça, je n'ai entre guillemets plus qu'à creuser la partie particularité de l'entreprise et culture de l'entreprise, mais en connaissant déjà le secteur. Parfois, on arrive dans des secteurs complètement inconnus. Wow. Donc là, on a une grande phase très humble qui est plutôt de, ok, que je comprenne comment ça fonctionne et quelles sont, eux, leurs problématiques qui ne vont pas être les mêmes. Là, on a une entreprise, par exemple, industrielle, dans l'industrie et la French Tech, rien à voir. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va être important? Exactement. Et moi, c'est ce que j'adore dans notre job, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'au début, il peut y avoir ce côté, j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Donc, il y a sa première phrase où je vais plutôt être dans j'écoute, j'observe. Quand on peut se déplacer aussi, si c'est accessible et pas toujours à l'étranger, mais je vais sur place. C'est vrai que j'aime bien la première fois aller au moins une fois. On sent les choses quand on arrive dans un bureau, on
voit un petit peu les échanges qu'il peut y avoir, etc. De participer, Marine disait, nous, les Free, ils sont invités aux réunions. Pareil, de faire une réunion d'équipe chez le client. On voit, ça se parle, ça pose des questions, la stratégie est ouverte, c'est clair. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui nous vont vraiment nourrir aussi la partie diagnostic. Et après, je pense pas que ce soit d'être présent du lundi au vendredi qui va faire que on peut mettre en place une culture, etc. Je pense que ce qui va être important dans la valeur ajoutée qu'on vient chercher dans un RH à temps partagé, ça va être d'impulser, de cadrer, de mettre en place et d'apporter des idées nouvelles. Et parfois, les idées, on les a d'autres secteurs. Donc, c'est pas parce que j'ai toujours fait de l'industrie que je vais apporter plus de valeur ajoutée chez un client qui vient de l'industrie. Peut-être qu'en ayant fait d'autres secteurs, je vais me dire, mais attends, mais ça, vous pourriez le mettre en place. Vous avez les people qu'il faut, une maturité managériale qu'il faut, etc. Donc finalement, je trouve que ce regard extérieur et multidisciplinaire va pouvoir permettre de mettre en place ça. Et même en étant parfois à distance et parfois pas à temps plein, on s'appuie sur les relais en interne, les équipes RH présentes, les managers, les managers sur place pour mettre en place aussi. Et quand tu arrives dans les boîtes, les dirigeants te présentent la culture d'entreprise ou c'est un peu tu te démerdes et tu pénètres le truc. Disons que s'ils ne me présentent pas, je vais leur poser la question, mais je ne m'arrête pas à ce que les dirigeants vont me dire, parce que les dirigeants, ils ont leur propre vision de comment fonctionne leur entreprise et de la culture qu'ils veulent y mettre. Et ensuite, il y a ce qui se passe dans les faits. Et c'est là où est-ce que vous avez des baromètres, est-ce que vous interrogez vos collaborateurs, comment ça se passe quand il y a un problème dans une équipe. Donc là déjà de savoir si le manager gère en autonomie ou si le dirigeant me dit tout de suite j'interviens, etc. Ok, voilà, donc de comprendre la maturité managériale, de comprendre le climat social, de comprendre est-ce que le CSE c'est conflictuel ou pas s'il y en a un, et d'avoir ces retours s'il y a des questionnaires en interne, ça donne déjà plein d'indices. Donc le dirigeant c'est une partie. Le terrain, c'en est une autre. Mais il y a un petit faisceau d'indices autres à aller chercher, Ok. Et toi, Marine, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, comment tu vas intégrer les RH à temps partagé à qui tu vas faire appel, finalement quel effort tu vas fournir avec tes équipes pour faire en sorte que tout ça s'emboîte bien et qu'il n'y ait pas de frottement. Ouais, hyper important. Comme je disais, c'est un coût. Donc c'est important. Donc en fait, quand on accède au budget d'un point de vue finance, on a intérêt à avoir le ROI derrière, donc le retour sur investissement. Et donc, comme je disais, c'est impératif d'encadrer le free qui va venir, peu importe la fonction d'ailleurs. Et nous, on le fait de différentes manières. Alors, moi, encore une fois, j'ai un leadership RH hyper solide, hyper senior en management, donc qui font ça très bien et qui l'intègrent très bien dans leur rituel d'équipe, etc. Mais nous, on a une particularité chez Penny Lane et aussi parce qu'on est une boîte très remote, donc on travaille beaucoup en télétravail, soit total, soit partiel. Et donc, on a une culture de l'écrit très forte. Donc ce qu'on appelle le knowledge management. Donc on a un outil qui s'appelle Notion, mais bon, il y en a plein qui existent, où en fait, on documente tous nos process. Et ça, c'est hyper clé. Alan fait pareil aussi, je crois. Alan fait pareil. Beaucoup de boîtes de la French Tech font pareil. Docto, c'est hyper documenté aussi, etc. Et donc, en fait, le principe, c'est de donner... Quand on prépare l'arrivée d'un free, mais comme d'un nouveau collaborateur, en fait. C'est le même principe que quand on accueille un nouveau collaborateur. Il y a des pages... Enfin, le manager a pour responsabilité de préparer tout son onboarding sur plusieurs semaines de ce qu'il va devoir lire, comprendre, absorber, tester, itérer, etc. pour être sûr qu'à la fin, il est complètement full autonome sur son scope. Et donc, le meilleur exemple de ça, c'est pour nos recruteurs, où on a des process quand même très, très cadrés, très complexes, assez longs, etc. Et où ils ont, et d'ailleurs on en parlait il y a pas longtemps, ils ont un onboarding qui est très progressif chez nous pour être sûr que au bout de plusieurs semaines, ils sont full autonomes comme s'ils étaient internes dans une société. Et donc ça, c'est très important, de cadrer et de donner la ressource et le temps nécessaire au free qui va arriver, mais aussi, nous, dans notre tête, d'être très clair sur la strat. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que la personne va venir faire chez nous. Et ça, c'est très important de pouvoir le cadrer et recadrer si besoin, en disant, après avoir échangé avec toi, et moi je me souviens avec Vanessa, on a itéré plein de fois sur les projets, en fait, t'as raison, c'est plutôt ça qu'on va faire. Parce que
parce qu'en fait, j'avais mon idée dans ma tête, mais avec ce que tu m'apportes du terrain, c'est exactement ce que tu disais, la différence entre ce que toi, tu as envie de faire et puis en fait, ce qui est vraiment possible. Et c'est tout l'intérêt du free. C'est-à-dire qu'il va arriver avec son œil extérieur, son expertise, et il va donner les recos pour pouvoir aller vers le meilleur des deux mondes, quoi. Ce côté, justement, conseil et pas interne, ça compte pour toi quand tu vas placer des gens ou des personnes comme en tout cas, Vanessa moi, sur je tes trouve projets. que c'est ce que je dis tout le temps dans mon équipe, donc je l'applique aussi pour les free. Je recrute des gens meilleurs que moi dans leur domaine d'expertise. J'ai absolument aucun ego par rapport à ça. C'est tout l'intérêt. C'est ce que je paye. C'est le but. C'est évidemment ce que je paye. Donc, en fait, c'est juste pour étaler mon savoir de dire, bah non, en fait, tu vas faire comme ci, comme ça n'a aucun intérêt. Et donc, du coup, que ce soit même pour de l'opérationnel, pour du recrutement, pour du management de transition, pour de la formation, pour du coaching d'exécutif, tout l'intérêt, si on a choisi la bonne personne qui correspond à notre boîte, à notre besoin, à notre culture, etc., c'est que la personne nous donne son avis. Okay. Mais par contre, il faut qu'elle nous donne son avis en fonction de ce que nous, on a donné de la vision de la boîte. Et c'est là où je trouve que l'échange... construit. Ouais, et c'est là que l'échange est essentiel, parce que la personne, si elle n'a pas compris, et ça, moi, ça m'est déjà arrivé, si la personne n'a pas compris ce qu'on souhaitait, elle va tomber à l'eau. C'est sûr qu'elle va tomber à côté. C'est pas pourtant qu'elle ne sera pas bonne, c'est juste que du coup, on n'aura pas pris assez de temps pour co-construire ensemble. Okay. Et ça, c'est essentiel. Donc, dupliquer pour dupliquer, c'est... Et donc c'est important de faire comprendre, je trouve, aux gens que ça va te faire gagner du temps in fine, ça va surtout t'amener de la valeur ajoutée. Donc, il y a des missions qui te font gagner du temps. Quand tu externalises la paye, quand tu externalises les contrats, etc., bon, c'est assez mécanique, et voilà. Mais la grosse plus-value, je trouve, c'est d'apporter une compétence que tu n'as pas en interne, et pour ça, ça prend du temps quand même. Donc, en fait, tu perds... T'investis au début. Voilà, t'investis du temps pour en gagner derrière. Ok. Tu parles de tomber à l'eau, apporter de la valeur ajoutée. Comment tu vas mesurer l'efficacité de la mission quand tu fais appel à un freelance ou un cabinet de RH à temps partagé? Alors comment tu sais quoi? Tu parles de KPI, de ROI, vous avez cette culture très marquée. Ouais, ce que j'allais dire. Et la RH, c'est très quali. Ouais. C'est difficile de c'est quand même vachement quanti. Ouais, mais justement, mais tu vois, l'image que les gens ont de la RH, c'est que c'est un truc d'artiste. Si tu veux. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors que si seulement j'étais créative, ça m'aiderait vachement dans mon taf. Donc t'as compris justement. Oui. Donc, non mais j'ai compris. Alors nous chez Penny Lane, on est un peu des malades des KPI. Là on est sur nos OKR de 2026. Donc nous on a vraiment cette culture-là. Je sais que c'est pas le cas partout. Donc déjà, ça nous aide parce qu'en fait, on a des OKR de boîte par département. Moi, tous mes OKR RH, et je les saoule avec ça, je les relie tous au business. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, OKR, c'est... Objectif Key Result. Voilà. Ouais. Donc c'est une méthode de management basée sur des objectifs. Ouais, objectifs chiffrés, avec... qui redescendent sur toute la boîte. Exactement, et donc on a les globaux, Penny Lane, après on a par département, par équipe, etc. Et tout part d'un socle de base commun. C'est hyper puissant. Très dur à suivre. Très dur à suivre. Chacun sait du coup de ce qu'il fait, comment c'est relié l'impact, aux objectifs de l'entreprise. etc. Et le but, c'est que chacun... Donc OKR, pour ceux qui veulent aller se renseigner. Ouais. Et donc du coup, nous en RH, on a des objectifs et on a des résultats chiffrés quasiment sous chaque objectif. Donc, il y en a qui sont moins tangibles que d'autres, je suis d'accord avec toi, mais ça peut être un pulse, un questionnaire, une enquête interne qu'on fait, c'était ce matin, toutes les 6 semaines, voir comment vont les équipes, des questionnaires de satisfaction de la formation. Là, on vient d'arrêter une formation parce qu'en fait, on trouve que la note n'est pas suffisante, on fait systématiquement... Tu notes sur combien? C'est quoi ton... On note pour la formation, 100, c'est sur 5. 5, ok. Et l'engagement, là, on le fait via notre SIRH Lucas, c'est sur 5 aussi. Une bonne note, c'est quoi alors? Une bonne note pour de la formation, c'est à minima entre 4,6 et 4,8. D'accord. Là, si c'est en dessous de 4,5, moi je sors. Ah ouais. Donc, nous, on est extrêmement exigeants. Comme pour Google avec les restos, quoi. Ouais. Non, mais vraiment. Tu regardes. Non, mais vraiment parce que, et du coup, nos collaborateurs ont aussi cette culture de donner leur avis, parce qu'en fait, le bottom-up est très important. Enfin, l'avis des gens est très important pour nous, etc. Et ils savent que vous en tenez compte. Et ils savent qu'on en tient compte. C'est-à-dire que dès que dans un score d'engagement, ça baisse un peu, on y va, les managers vont voir, les HRBP vont voir, etc. Donc, ça, c'est la culture de la boîte. Une fois qu'on s'est dit ça, pour les RH à temps partagé, ça va dépendre du profil. Si c'est des recruteurs, c'est facile. Voilà. S'ils ne recrutent pas, ils ne recrutent pas. Voilà. Et s'ils ne recrutent pas, ils ont raté leur mission. C'est ciao, bye. Ouais. Okay. Ou s'ils recrutent, mais mal. Ouais. Et quand je dis recruter mal, c'est quoi? C'est intéressant. Alors,
ça peut être pas le bon profil. Donc évidemment, on traque les périodes d'essai, etc. Mais c'est pas tant ça. C'est que nous, on a le what et le how. Donc ça, c'est tous les collaborateurs sont mesurés en termes de perf sur le what et le how, c'est-à-dire ce que tu fais et comment tu le fais. Okay. Et le comment tu le fais est aussi important que ce que tu produis. Okay. Donc ça, j'y tiens beaucoup. C'est aussi comme ça que la culture de Penny Lane est instaurée. Et donc le comment tu le fais quand tu es recruteur, c'est est-ce que tes clients internes sont satisfaits ? Est-ce que tu as apporté de la valeur ajoutée ? Est-ce que tu as apporté de l'expertise ? Est-ce que les gens ont confiance en toi ? Est-ce que les candidats ont une bonne expérience ? Et tout ça, c'est traqué, c'est mesuré par des questionnaires. Y compris pour des cabinets RH externes ou des... Ah bah alors le RPO, qui soit, encore une fois, ils sont considérés comme de l'interne. Voilà, donc c'est pas que l'onboarding. L'onboarding, c'est tout le long. Et donc tous les trimestres, on envoie... Donc déjà, dès que tu passes en process chez Penny Lane, peut-être qu'ils nous écoutent, qui sont passés, ils ont un questionnaire à la fin de leur process, qu'ils aient été pris ou pas pris, où on mesure la satisfaction des candidats sur plein d'aspects, et on a changé plein de trucs. Donc, je vous remercie tout le monde. On itère en permanence notre process, et tous les trimestres, tous les clients internes de ces gens-là sont interrogés. Comment ça s'est passé ? C'était quel poste ? Pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce que tu aimerais faire de plus pour cette personne, etc. Et tout ça leur est restitué. Ouais. Et donc tout ça, tu peux le faire pour tout. Quelqu'un qui fait de l'ops, tu pourrais dire, c'est très factuel. Est-ce que la paye est juste ? Est-ce que les contrats sont faits en temps et en heure ? Est-ce qu'il y a des erreurs ? Est-ce que les personnes sont satisfaites de la relation et des réponses que tu apportes à toutes les questions opérationnelles RH, etc. HRBP, alors là, laisse tomber. Une mauvaise HRBP, donc une RRH, donc c'est la personne de confiance à qui tu vas t'adresser dès que tu as un sujet RH avec ton manager, tu veux changer de poste, tu veux une formation, tu n'es pas content de ta rémunération. Donc là, c'est quoi ton... un des KPI j'ai même pas besoin, c'est-à-dire que les gens viennent nous voir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est le peuple qui parle. Ouais. Je peux te dire que là, j'en ai une, Elsa, si tu nous écoutes, qui est en freelance pour un remplacement actuellement, qui n'a pas envie d'être en CDI. Tout le monde vient toquer à notre porte en disant « embauchez-la ». Tu vois, enfin, c'est tout de suite. Parce que, et là, on a énormément de chance, et c'est aussi pour ça que je suis dans cette boîte depuis 5 ans, c'est que la RH est au cœur de la strate et que les fondateurs de Penny Lane ont tout compris. Tu peux avoir le meilleur produit au bon endroit, meilleur produit, meilleure strate, voilà. Si t'as pas les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, il va rien se passer. Rien, c'est pas possible. Et donc ça, ils l'ont compris. Et donc la voix RH est vraiment portée en interne. Ce qui est, alors moi, je fréquente pas mal le milieu du software. Et vous avez une approche originale là-dessus. Ouais, c'est-à-dire tout à fait. J'ai beaucoup de chance. Toutes les boîtes de software, on passe ce focus-là. Ouais. Et même quand tu vois les KPI financiers des boîtes de software, c'est rare d'avoir des KPI RH qui se baladent sur le haut de la pile, si tu veux. Ouais, donc, nous, c'est l'OKR1 de la boîte. Il y a même maintenant des tendances US, etc., de dire les RH sont pas nécessaires dans une entreprise, etc. Ça doit être dans les mains des managers. Mais encore une fois, forcément, t'as pas le même impact. Le COMEX a compris que, et on a beaucoup de chance parce qu'on est entouré de gens vraiment, vraiment, vraiment brillants, c'est eux qui font Penny Lane, hein. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est le COMEX, mais je veux dire, derrière, c'est eux au quotidien qui ont les mains dedans, etc. Quoi. Donc il faut qu'ils soient contents, il faut qu'ils aient envie d'être là, il faut qu'ils aient envie de bosser dur, il faut qu'ils aient envie de suivre la direction, il faut qu'ils soient bien payés, il faut qu'ils... voilà, tout ça. Pour les entreprises qui ne sont pas encore autant développées sur la partie data et tracking, il y a quand même des indicateurs qu'on peut rapidement mettre en place. On parlait des périodes d'essai, est-ce que les gens restent, partent, est-ce que c'est à l'initiative employeur, on a peut-être mal recruté, à l'initiative salariée, on n'a pas réussi à faire en sorte de soit bien identifier, soit intégrer. Donc ça peut être quelque chose, le turnover c'est quelque chose, si on met en place des interviews, c'est un autre suivi. Donc, il y a quand même pas mal de KPI et d'objectifs chiffrés qu'on peut mettre en place dans une entreprise petite ou moyenne, déjà assez rapidement, qui permettent de voir. Et après, c'est l'impact, ce que tu appelles peut-être la partie un peu plus créa, qui est, est-ce que je voulais gagner du temps ? Est-ce que j'en ai vraiment gagné ? Est-ce que mes équipes sont satisfaites ? Est-ce qu'ils ont l'impression, mes managers, d'avoir enfin des outils, un support, une aide, une écoute, etc. Et ça se sent assez rapidement quand même dans l'entreprise. Au-delà le avant-après. Et en revanche, quand il est pas bon, ça se voit tout de suite aussi. En fait, là, à partir du moment où on met, je pense, ça c'est ma conviction à moi, mais où on met de la RH dans une boîte, si la RH n'est pas bonne, c'est cata. Enfin, limite, il faut mieux ne pas en avoir, en fait. Donc, on a tout intérêt à s'équiper, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, avec quelqu'un, quelques jours, dont c'est le métier, experte, qui va vous donner les bons réflexes au bon moment, tout de suite, pour ensuite vous laisser grandir par vous-même.
Parce que si vous faites des contre-trucs dès le départ, Aïe. en termes de gestion des gens, même en termes de réputation derrière, en termes de comment vous accompagnez les gens, comment vous les payez, comment vous les formez, comment vos managers sont accompagnés, si les bases sont mal mises, je trouve que c'est compliqué. En tout cas, à rattraper, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Donc, vous avez tout intérêt à investir un peu au début, même pas beaucoup. Quali ou si vous n'avez pas trop de budget, vous choisissez les 2-3 sujets prio. Et après, comme ça, vous êtes bien lancé. Et l'avantage pour le budget, c'est la partie souplesse du RH à temps partagé. Je peux avoir un gros coup de rush ou un besoin vraiment où j'ai besoin d'investir. Et après, j'ai moins besoin. Hop, ça s'adapte. Donc, c'est pas comme un recrutement full-time où là, je me dirais, j'embauche et je sais que c'est parti pour un temps indéterminé. Je peux vraiment avoir cette flexibilité en fonction de mon année ou de mes prochaines années. Oui, en fonction de l'expertise demandée. Exactement. Parce qu'en fait, si tu embauches quelqu'un en interne, cette personne, elle va pas savoir tout faire. C'est impossible. Et ça serait pas sympa. Ce serait pas faire que de lui dire, en fait, tu vas faire de la formation et puis de la paye et puis du droit et puis voilà. L'avantage de prendre quelqu'un en free, c'est qu'en fonction du besoin du moment, tu t'adaptes. Exactement. Donc en fait, tu vas focuser sur un thème RH, là où fondamentalement le business en a besoin. Ok. Bon, hyper instructif, merci. Peut-être un thème aussi, c'est, et là je vais peut-être me retourner vers toi Marine, c'est quels sont pour toi les gros plus et les gros moins de la RH à temps partagé? Et puis Vanessa, bien sûr, sens-toi libre de rebondir ou de compléter. Ouais. Mais voilà, c'est important d'avoir la vision du donneur d'ordre, entre guillemets, de la donneuse d'ordre en l'occurrence. Comment tu résumerais ça, toi? Ouais, avec tout ce qu'on s'est dit, le plus 1, selon moi, de faire appel à un RH partagé, c'est la flexibilité. C'est d'arriver soit pour apporter de l'expertise, soit pour donner un coup de main quand les équipes sont un peu sous l'eau, soit pour vous donner de la vision là où vous en avez plus, parce que ça arrive aussi. Moi, Vanessa, elle m'a donné plein d'idées super que je n'avais pas, quoi. Et parce que j'étais peut-être née dans le guidon, parce que c'était pas ma compétence. Donc cette personne-là, elle peut vous projeter sur autre chose, parce qu'elle va vous amener. Moi, je sais que j'ai une DRH qui a fait appel à ça, quelqu'un qui a vu le game. Par exemple, vous êtes 800, vous allez être 2000. C'est cool d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a vu 2000. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Mais je dis ça, mais ça peut être de passer de 50 à 300. C'est pas du tout les mêmes enjeux. De 10 à 50. Ou de 10 à 50. C'est déjà très bien. Non, mais voilà, en fait, je donne mes ratios. En tout cas, je trouve qu'avoir quelqu'un qui a vu le film, un x3, un x2, ça s'improvise pas. Donc ça, c'est l'énorme plus. Ça donne aussi, je trouve, un challenge et du sang frais qui est hyper, je trouve, important dans une équipe. Là, moi, je discutais encore 2 heures avec une free RH qui m'accompagne sur mon équipe à moi. Elle m'a challengée pendant 2 heures. Alors, elle a un profil de DRH. Et je suis repartie avec plein de trucs. Donc, il y a des trucs que je prends, d'autres je prends pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est, pour un profil là plus de DRH ou de dirigeant, je trouve que c'est une vraie leçon. C'est un challenge. Ouais, c'est une vraie leçon d'humilité, de se dire, on n'est jamais arrivé. Que les choses soient très claires. Voilà, il y a toujours des choses à apprendre, on n'est jamais arrivé. Donc, trop cool d'avoir une vision un peu différente de la nôtre, quoi. Comment tu les libères, les personnes qui travaillent avec toi, pour qu'elles se sentent légitimes, sachant que tu es leur client? Pour qu'elle puisse s'exprimer. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Je m'ai posé la question. Alors peut-être que c'est dans ce que je dis, mais moi je leur ai dit, j'ai dit à cette personne, moi je veux que tu me dises ce que tu penses de mon équipe, ce qui va pas, ce dans quoi j'ai merdé, là où tu trouves que c'est efficace. Ouvrir la porte, quoi. Voilà. Ouais. Non mais donc ça veut dire que toi tu l'ouvres naturellement. Je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, mais quand on commence même ça m'est arrivé un client qui m'avait pas forcément demandé mon avis, mais à qui je l'ai quand même donné. Et alors? Sur le coup, il a juste écouté, mais il est revenu la semaine d'après en me disant, attends, tu m'as parlé de ça, je voudrais comprendre pourquoi, etc. Donc moi je trouve, mais c'est peut-être personnel, c'est peut-être pas tous les cabinets, je trouve que c'est aussi notre rôle que d'apporter ce miroir, ce miroir, se dire, mais attends, tu me dis ça, mais tu veux faire ça, c'est antinomique. Qu'est-ce mais que surtout, vraiment tu veux faire? Le job de DRH ou de dirigeant, c'est un job très seul. Donc en fait, si on ne sait pas s'entourer, moi je trouve que c'est un grand danger, soit de devenir mauvais, soit de devenir auto-centré.
En fait, moi, je suis en permanence, mais quand je dis en permanence, c'est tout le temps en train de demander des infos au DRH, des scale-up, etc. On a des WhatsApp, on a des... Tu te benchmarks tout le Il y a temps. de l'entraide. Tout le temps. Ouais. Mais tout le temps. Et on m'a encore demandé un truc la semaine dernière, et là, je sais que je vais aller déjeuner demain avec quelqu'un. Enfin, c'est tout le temps. Parce qu'en fait, je pars du principe que c'est pas moi qui fais mieux que les autres. Et c'est parce que j'ai piqué des idées à Docto, à Miracle, à Conto. En fait, c'est comme ça qu'on est toujours en train de... Et eux font la même chose avec toi. Évidemment. Moi, j'ai plein de calls avec des DRH, etc. Et donc, les free, quand on y accorde ce budget, parce que tu parlais des points négatifs, c'est un des points négatifs, on va pas se mentir. Donc le coût financier. Le coût financier, c'est quand même un gros coût pour des petites boîtes et des petites structures. Pour rappel, on a dit tout à l'heure entre 500 et 1500 par jour en fonction du profil. Ça peut être dissuasif, c'est quand même énorme. Alors, c'est pas chargé, etc. Donc, il faut comparer avec si on avait une ressource en interne. Mais pour les gens qui décident de pas avoir de RH, c'est quand même un coût. En fait, on investit. C'est clairement un coût dans le PNL, quoi. Voilà. Souvent, ce que me disent mes clients, je rebondis sur ce que tu dis, ils me disent... en fait, ce qu'ils font, ils regardent le prix pour internaliser. Ah bah bien sûr. Ils ont un budget. Ouais. Et de ce budget, ils disent, est-ce que je prends cette ressource qui est sur le marché, que je prends en CDI, ou est-ce que pour le même budget, je vais voir ce que je peux avoir via un cabinet type HRFit de Vanessa, et finalement, mais je vais peut-être avoir plus de conseils, je vais peut-être avoir... Bon, je vais pas revenir sur tous les points positifs que tu as énumérés, mais... Et souvent, les dirigeants, ils font cet arbitrage-là. Ouais. Est-ce que toi aussi, c'est un peu comme ça que tu vas pouvoir raisonner ? Ouais, bah en fait, ça va dépendre de ton besoin. En fait, soit, en fait, tu as un incompressible. Donc, tu as l'incompressible RH. Si par exemple, tu commences à être une structure de 50, 80 personnes, tu as besoin d'avoir une RH en interne. Parce que, à minima, pour faire le run, pour faire l'opérationnel que les personnes aient une personne à qui parler au quotidien, un relais, etc. Mais c'est pas cette personne qui va te faire la strat. Elle n'aura pas le temps. Donc ça, tu devras l'avoir. Et donc ensuite, c'est plutôt avec ce que tu planifies, encore une fois, on revient au business, avec ce que tu planifies de faire, etc. Moi, je trouve ça plus pertinent de prendre quelqu'un quelques jours par mois qui va t'apporter son expertise plutôt que de recruter une deuxième personne ou que de demander à cette personne qui, franchement, est complètement débordée et n'a pas l'expérience de te pondre une strat RH. Parce que de toute façon, elle ne le fera pas. Alors, elle pourra aller demander à ChatGPT qui fera très certainement un truc franchement pas dégueu. Parce qu'il y a ça aussi, et il ne faut pas le négliger. Franchement, moi, je suis jeune diplômée, je sors, je ne sais pas comment faire, je tape, ça te donne quand même des idées. Par contre, tu ne l'auras jamais fait. Tu ne sauras pas comment t'entourer, les bons outils, etc. Donc, ça sera limité. C'est là où je te dis, ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça très malin, la petite boîte de 50 personnes qui a pris un profil plutôt junior sur du développement RH à potentiel et qui a été prendre une personne senior. Et après, il y a le côté efficacité, c'est-à-dire que, ok, je poursuis ton raisonnement avec le calcul long terme. Je vais prendre, avec le même budget, je prends quelqu'un à temps partagé, peut-être pas d'ailleurs sur du 5 jours, mais peut-être du 3. Mais par contre, c'est sharp, c'est-à-dire que sur ces 3 jours... c'est à fond. Bah ouais. Nous, pour le coup, on fait peut-être moins le côté dentelle, etc. Mais quand on intervient, on sait pourquoi. C'est l'efficacité nous drive. Donc faut que la valeur ajoutée soit perçue par les équipes, par le dirigeant, et on parle finalement de valeur parce qu'il y a le coût, il y a le coût derrière, donc il faut que ça délivre. Et ça, c'est un message que tu donnes à tes équipes ? Ça, c'est disons une base même de recrutement, c'est-à-dire que ça fait partie des critères de recrutement d'avoir des gens qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie d'avoir de l'impact, qui sont engagés et qui ont cet esprit aussi très analytique, très rapide pour pouvoir bien délivrer. Bon. Et alors, en dehors du coût, est-ce que tu vois d'autres... On parlait de culture tout à l'heure. Est-ce que parfois, tu as eu des freins au niveau de l'adaptation à la culture de l'entreprise, du fait d'être extérieur c'est pas pour moi, c'est pas un point négatif, mais c'est point de vigilance. Point de vigilance, c'est un autre facteur clé de succès. C'est-à-dire que si la personne ne s'intègre pas à ta culture, ça ne marchera pas en RH. Parce que la RH, c'est de l'humain. Donc, comme tu disais, il y a beaucoup d'intangibles, un peu de créa. Et donc, du coup... tu vas faire face à des clients internes qui sont pas à l'aise avec l'humain, ça fait flipper, ils ont surtout pas envie d'en parler. Voilà. Donc si toi tu n'arrives pas à te fondre là-dedans ou si tu dupliques comme tu disais même dans la French Tech, moi j'ai fait pas mal de boîtes, d'une boîte à l'autre, c'est pas du tout la même culture. Celle de Penny Lane, elle est pas non plus hyper clivante. Pour autant, on a des vrais enjeux de responsabilité, d'ownership, de confiance du collaborateur. Donc, on a envie d'avoir des gens
Je compare toujours Penny Lane à la vague de surf. Donc, en fait, il faut avoir envie de surfer sur la vague. Tu vas te prendre de la houle, quoi. Donc, il faut avoir envie que ça aille vite, que tu te fasses chambouler, que les gens soient très exigeants en face de toi. Un peu. Il faut sortir tes rames. Faut y aller, quoi. Il faut savoir que tu vas couler. Comme dit ma directrice recrutement, tu vas te prendre le mur et tout le monde se le prend. Donc, en fait, nous, on le dit maintenant. Et d'ailleurs, on m'a dit, il faut que tu le dises un peu moins parce que ça fait flipper en recrutement. Il faut juste savoir nager pour voilà. Donc, on m'a dit, dis-le un peu moins. J'ai trouvé ça très intéressant comme remarque. Mais en fait, il faut avoir envie de vivre ça. Et c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que c'est comme ça. Ouais. Et donc, ça, c'est un truc qu'on teste énormément dans les entretiens. Les free, évidemment, ont des entretiens. Ont un process, au même titre que n'importe quelle personne, peut-être un peu plus allégée, tu vois, mais ils ont un process, des cases, comme on fait pour tous les process de recrutement. Et donc ça, oui, moi, ça m'est arrivé, mais au même titre que quand on embauche parfois un collaborateur CDI, et ça marche pas. Ouais. En fait, si tu as un misfit culturel, il ne faut pas y aller. Même si la personne est super forte, il ne faut pas y aller. Parce que ça va être, en tout cas en RH, ça va être un fail. Ça va être un échec. Ok, donc le prix et... un petit warning sur être précautionneux sur la culture. Ça correspond à la manière dont les gens communiquent dans la boîte, etc. Ok, on a déjà bien consommé notre temps. Peut-être on pourrait finir un peu sur un peu de perspective, d'ouverture. Pour vous, quels sont les... Alors, peut-être on va commencer par toi, Vanessa, sur tout ce qui est RH à temps partagé, les 3 challenges un peu que vous allez avoir là, dans les prochaines années. Et puis peut-être après toi, Marine, avoir un peu de visibilité sur... peut-être justement, peut-être vous rebondirez l'une sur l'autre, mais quels sont les sujets que tu vois, là, 3 sujets sur lesquels, là, dans les 5 prochaines années, tu vas faire appel à des RH à temps partagé. Voilà, je vous laisse... Forcément, on a parlé de l'IA tout à l'heure, ça va forcément impacter, ça va forcément, on le voit déjà. Moi, ça m'arrive chez certains clients aussi, on parlait de transfert de savoir-faire, de pouvoir acclimater les gens qui sont dans les entreprises, qui ne l'utilisent pas encore en RH, évidemment pas pour remplacer la RH, mais pour venir... justement, améliorer l'efficacité, parfois la pertinence, etc. Donc, en tout cas, de pouvoir apporter cette plus-value, je pense que maintenant, c'est même plus un sujet de on l'apporte ou on l'apporte pas, c'est que ça doit faire partie de l'offre, quel que soit ce qu'on va venir apporter, que ce soit un projet, un emplacement, etc. Ça en fait partie. Donc ça, c'est la première chose qui me paraît inévitable. Ensuite, ce qu'on voit quand même, c'est que autant quand j'ai commencé à temps partagé, il fallait un peu acculturer les gens à qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, l'intérêt. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça y est, on a passé un cap. Pour les gens, c'est devenu normal, et y compris en RH, qui n'était pas le truc qui était au début à temps partagé. On pouvait le faire pour d'autres fonctions. Donc, il y a eu quand même ce temps un petit peu d'adaptation. Maintenant, ça, on en a un peu... Donc, le marché est plus mature. Beaucoup plus mature. Plus exigeant, du coup. Beaucoup plus exigeant, plus d'offres aussi. Donc évidemment, beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus de gens qui se sont mis, et on disait tout à l'heure, il y a aussi des RH qui se sont mis à leur compte. Donc, il y a 2 choses. Il y a les freelances indépendants, et ensuite, il y a cabinets comme le tien. Plutôt cabinet, où on va pouvoir du coup mixer les profils et pouvoir apporter le bon profil au bon moment. Donc voilà, c'est ça, je trouve que ça va dans le bon sens, et ça continue à améliorer en termes de culture. Marine, et toi, comme ça, les 3 sujets sur lesquels tu penses avoir recours dans les prochaines années, où ça va exploser ou ça... En fait, les verticales de Vanessa seront toujours existantes, c'est-à-dire soit pour du run, du remplacement, du projet, de la strat. Ça, de toute façon, peu importe le sujet, ça continuera. Moi, je parle vraiment de sujet peut-être du technique. Ouais, il y a un truc, pour moi, c'est du projet, mais parce que c'est un truc qui m'intéresse en ce moment. Moi, je trouve, et encore une fois, domaine de la French Tech très particulier, donc c'est peut-être mon monde à moi. En ce moment, je trouve qu'il faut, dans les prochaines années, il va falloir habituer les gens à faire 4 métiers, 5 métiers, changer de parcours, ouvrir leur chakra, être agile, flexible. Et ça, je trouve que c'est un énorme sujet RH de transformation, qui est ultra intéressante en termes de mobilité, de formation, d'accompagnement, de coaching. Ça peut être même un métier. En fait, les gens vont vraiment être amenés. Moi, je vois chez Penny Lane, il y a des trajectoires vraiment géniales, qui ont été faites, qui sont passées de comptable à product manager. Enfin bref, des trucs vraiment improbables, qui apportent une valeur ajoutée géniale dans la boîte. Et moi, je trouve que cette flexibilité de parcours, ça va être de plus en plus le cas. Savoir se réinventer. Voilà. Et je trouve que la RH expérimentée temps partagé a une carte à jouer. Une carte à jouer parce que extérieure, parce que technique, parce que a vu d'autres choses, et donc va pouvoir amener un regard qui peut être intéressant. Mais du coup, tu comptes sur elle pour détecter les gens qui vont être capables de changer? Non, pour nous aider sur du coaching, structurer, créer des parcours, formation, former les managers. Exactement.
Ok, bah écoutez, le temps est écoulé, donc Time voilà, time off, exactement. Moi, je voulais vous remercier sincèrement pour la qualité de l'échange. Merci beaucoup, Marine. Merci Donc, je à rappelle vous. que tu es DRH de Penny Lane, donc merci beaucoup Tout à fait. de t'être rendu disponible Avec joie. et d'avoir accepté cette invitation. Et Vanessa, merci beaucoup aussi. Et donc, je rappelle, donc tu es dirigeante du cabinet HR Fit qui fait de la RH à temps partagé. Voilà. Ben, merci Exactement. Merci et à vous. très bientôt. Au revoir. Au revoir.